dans un feu crépitant, de nombreux Américains ignorent l'existence de la papaye, un fruit qui a autrefois protégé des tribus entières de la famine. Étonnamment, ce fruit pousse aujourd'hui dans un rayon de 80 km autour de nombreux foyers américains. La papaye est méconnue de la plupart des gens et pourtant elle pousse dans 26 États, plus que les pommes à l'état naturel. Son goût rappelle un mélange de banane et de mangue, d'où le surnom des premiers colons, banane du pauvre. Les Amérindiens en comprenaient la valeur et préservaient les papayes mûres pour en faire des gâteaux résistants aux hivers rigoureux. Compte tenu de leur teneur élevée en vitamine C, supérieure à celle des pommes, et de leur teneur en potassium presque égale à celle des bananes, ces fruits n'étaient pas un simple aliment de survie, mais des concentrés de nutriments cachés à la vue de tous. Cependant, le plus grand atout de la papaye est aussi sa faiblesse. Sa chair est si tendre qu'elle s'abîme facilement, même avec une manipulation minimale. Essayer de distribuer des papayes en épicerie revient à se retrouver avec une pulpe coûteuse. C'est probablement la raison pour laquelle vous n'en trouvez pas au marché de votre quartier, car les papayes sont indigènes du sol américain. Leur particularité réside dans leur processus de maturation. D'abord verte et ferme comme de la pierre, elles se transforment rapidement en une crème onctueuse presque instantanément. Si vous ratez le moment idéal, vous vous retrouverez avec une purée brune. Cependant, si vous la cueillez bien, vous aurez affaire à quelque chose de plus délicieux que bien des fruits beaux tropicaux, disponibles sur le marché. Cueilleurs modernes et chefs audacieux ont redécouvert ce que les Amérindiens connaissaient depuis des siècles. La glace à la papaye est devenue légendaire dans certains cercles. Ce fruit excelle également dans la préparation de desserts et de smoothies. Certains décrivent son goût comme un mélange de banane, de crème anglaise à la vanille et d'une touche d'évasion tropicale. D'autres disent qu'il évoque des souvenirs d'été précieux. Les papayes sauvages peuplent encore les forêts de la Géorgie au Michigan, cultivant en silence les produits indigènes les plus méconnus d'Amérique. Des fleurs violettes émanent un léger arôme, rappelant la chair en décomposition, une tactique naturelle pour attirer les mouches et favoriser la pollinisation. L'harmonie entre beauté et puanteur est remarquable. Les papayes ne sont pas le seul fruit indigène essentiel à la survie des premiers Américains. Une autre baie avait une telle importance que les tribus la transformaient en barres énergétiques pour les longues expéditions. Après que les papayes se soient établies dans les forêts de l'Est, un autre fruit oublié gagnait en popularité dans les zones humides et les forêts du Nord. Les baies d'aronia doivent leur nom inquiétant à une raison valable. Crues, elles produisent une acidité intense qui donne l'impression d'avoir été recouvertes de papier de verre. Cependant, l'ingéniosité des Amérindiens est entrée en jeu. Ils ne se sont pas contentés de supporter cette acidité âpre, ils l'ont utilisée comme nourriture de survie. Les tribus combinaient les baies d'aronia avec de la viande et de la graisse séchée pour créer du pemmican, un aliment de voyage exceptionnel qui restait comestible pendant des mois sans se gâter. Il s'agissait essentiellement de la première barre énergétique, fonctionnelle d'une manière que ses homologues modernes ne parviennent souvent pas à offrir. Le secret réside dans les tanins complexes présents dans les aronias crus, qui les rendent initialement difficiles à consommer. Pourtant, ils contiennent plus d'antioxydants que les myrtilles, offrant ainsi des bienfaits nutritionnels considérables. Ces petites baies noires ou rouges peuvent être considérées comme l'apothicaire de la nature cachée dans le fruit. La cuisson altère profondément les aronias. La chaleur déstructure ces composants agressifs, révélant une riche douceur vineuse. Cette astuce était connue des cuisiniers autochtones des siècles avant que la science qui la sous-tende ne soit comprise. Ils réduisaient les aronias en sauces épaisses, les séchaient pour les conserver pendant l'hiver, ou les incorporaient à d'autres aliments pour en améliorer les nutriments. Aujourd'hui, les aronias continuent de prospérer au Canada et dans le nord des États-Unis, notamment dans les zones humides où d'autres fruits peinent à se développer. Leur résilience est remarquable, supportant des hivers rigoureux, des sols humides et une négligence qui serait généralement fatale aux plantes cultivées. Cette robustesse explique pourquoi nos ancêtres s'en sont servis, n'est-ce pas? Les études modernes corroborent ce que les Amérindiens comprenaient intuitivement. Le jus d'aronia réduit la tension artérielle et protège les cellules de l'inflammation, telles de véritables gardes du corps. Les magasins d'aliments naturels proposent des compléments alimentaires à base d'aronia à des prix élevés, tandis que ces mêmes baies
poussent gratuitement dans diverses régions sauvages. Les amateurs de produits sauvages créent de la confiture, du jus et même du vin d'aronia à partir de baies cueillies. Le secret réside dans l'ajout d'un édulcorant et une cuisson appropriée. Les aronias crus conservent leur saveur acidulée. Si les aronias étaient répandus dans les zones humides du nord pour leurs propriétés médicinales, les régions plus froides recelaient leurs propres trésors. Dans les régions situées bien au-delà de la limite forestière, où la plupart des fruits se refusent à pousser, une baie dorée est devenue célèbre parmi les habitants de l'Arctique. Si les aronias vous ont fait penser à la rudesse de la vie nordique, attendez de rencontrer leurs parents plus résistants. Les mûres arctiques prospèrent dans des régions où de nombreuses plantes s'abandonneraient et périraient. Il s'agit de l'Alaska, du nord du Canada et des régions humides où le sol gèle la moitié de l'année. Pour une raison convaincante, ces baies jaunes orangées sont surnommées « or du Nord ». Laissez-moi vous expliquer pourquoi elles intriguent. Leur saveur unique, un mélange d'abricots et d'agrumes, est sucrée, mais avec une pointe acidulée qui stimule les papilles. Les peuples autochtones de l'Arctique connaissaient ce secret depuis longtemps, et nous le redécouvrons tout juste aujourd'hui. Ces petits trésors contiennent une abondance de vitamine C, suffisante pour prévenir le scorbut pendant les rudes hivers nordiques, lorsque les aliments frais se faisaient rares. Ce qui les rend singuliers, c'est leur mode de croissance. Chaque plante produit une seule baie, c'est tout. Contrairement à la plupart des baies, qui poussent en grappe, les mûres des marais préfèrent la solitude. Chaque plante produit une baie dorée solitaire, ce qui pourrait expliquer leur prix élevé lorsqu'elles sont disponibles. De plus, elles possèdent une capacité de survie extraordinaire. D'autres fruits exigent des conditions idéales pour s'épanouir, mais les mûres des marais prospèrent dans les tourbières froides, acides et gorgées d'eau, des endroits où peu d'autres peuvent survivre, riches en fibres, en vitamine C et en acide hylagique. Bénéfiques pour la santé cardiaque, les mûres arctiques sont riches en nutriments et ont toujours été essentielles aux populations vivant dans des environnements difficiles. Cependant, ces baies insaisissables sont introuvables en épicerie, en raison de leur rareté et de leur croissance sauvage, limitée aux régions nordiques reculées. Ainsi, les habitants de l'Alaska ou du Grand Nord canadien peuvent en trouver pendant la saison des baies. Le reste du monde reste privé de ce fruit quasi légendaire, dont le prix au kilo dépasse celui de certains steaks. Les habitants locaux, qui savent où trouver ces trésors rares, protègent farouchement leurs cachettes. Est-il surprenant qu'ils le fassent ainsi ? Lorsqu'un fruit aussi unique prospère exclusivement dans leur région, il transcende son rôle alimentaire et devient un trésor. Parallèlement, un autre fruit oublié subvenait autrefois à la subsistance de communautés entières dans un paysage totalement différent. Son existence reste méconnue. Les tribus amérindiennes manipulaient habilement les kakis. Ils les séchaient, les incorporaient au pain et créaient des poudilles qui supportaient les hivers rigoureux grâce à leur richesse nutritionnelle. Cependant, il faut être prudent avec ce fruit orange. Consommer un kaki pas encore mûr peut provoquer des contractions buccales si intenses qu'on a l'impression d'avoir avalé un coton imbibé de vinaigre. Les sanins ne sont pas à prendre à la légère. Ils font disparaître la salive, laissant un résidu crayeux et amer qui peut vous faire remettre en question vos décisions. Mais lorsque le fruit ramollit jusqu'à devenir pâteux, presque comme s'il était sur le point de pourrir, un miracle se produit. Les kakis mûrs ont le goût d'une confiserie naturelle mêlée de miel. Leur texture se transforme en une texture soyeuse, presque crémeuse, débordante de sucre naturel, qui ravit les papilles. Les tribus amérindiennes connaissaient bien ce secret et planifiaient soigneusement leur récolte, attendant que le fruit soit presque tombé de l'arbre avant d'en récolter de grandes quantités. Les fruits orangés présentent des vertus nutritionnelles exceptionnelles, justifiant leur longue attente. Riches en bêta-carotène, ces fruits se transforment en vitamine A pour une vision et une immunité optimale. Ils offrent également de la vitamine C et des sucres naturels, procurant une énergie rapide sans le coup de mou induit par les sucreries raffinées. Les plaques mineures, vestiges du passé, prospèrent sans cesse dans les paysages du Midwest et du Sud,
On les rencontre dans les vieilles fermes, au bord des ruisseaux et dans les zones urbaines reculées. Ces survivants tenaces prospèrent, malgré la sécheresse et la pauvreté des sols. Cueilleurs modernes et boulangers innovants redécouvrent ce que les peuples autochtones connaissent depuis des siècles. Le pudding au kaki, dessert traditionnel de l'Amérique rurale, connaît un regain de popularité. Ce fruit se prête à merveille aux confitures, au pain et même aux glaces. Certains créateurs culinaires les font sécher comme le faisaient les tribus, créant ainsi des encas moelleux qui intensifient ces sucres naturels. Cependant, la difficulté réside dans leur nature délicate. Les kakis sauvages sont rares en épicerie en raison de leur fragilité lors du transport. Leur recherche exige souvent des connaissances ou une culture. De même, si beaucoup perçoivent les déserts comme des terres désolées et stériles, les tribus amérindiennes du sud-ouest connaissaient le yucca bananier, un fruit qui prospère dans des conditions difficiles, là où les fruits traditionnels des épiceries se faneraient. Le yucca bananier n'était pas seulement un aliment de survie, il servait aussi de dessert. La plante ressemble à de multiples épées plantées dans le sol, ses feuilles hérissées, s'élançant dans toutes les directions. Cependant, les plantes d'apparence menaçante produisent des fruits sucrés dans leurs gousses qui pendent comme des bananes vertes à de hautes tiges, d'où le nom de cette curiosité du désert. Le yucca bananier cru est peu appétissant. Il est dur, fibreux et rappelle le goût de mâcher une botte en cuir. Mais rôti ou bouilli, il se transforme en un délice. Les bananes yucca se transforment en confitures sucrées, semblables à des fruits secs. Il y a des siècles, les tribus du sud-ouest exploitaient cette caractéristique, les utilisant comme source alimentaire constante en période de disette, lorsque les autres plantes se déshydrataient. Il est intéressant de noter que la plante entière était polyvalente. Les fleurs pouvaient être grillées comme des légumes, les racines utilisées pour la fabrication de savon, et les feuilles tressées en panier ou en corde. En résumé, les bananes yucca offraient de multiples usages à partir d'une seule plante. Aujourd'hui, ces plantes rustiques continuent de prospérer en Arizona, au Nouveau-Mexique et dans certaines régions du Texas, supportant des sécheresses qui tueraient de nombreuses plantes de jardin et s'épanouissant dans des sols pauvres et rocailleux. En résumé, elles sont l'équivalent d'un couteau suisse dans le désert, utiles, résistantes et insensibles aux conditions difficiles. Des chefs audacieux remettent au goût du jour le yucca bananier, le transformant en confitures et desserts originaux aux saveurs désertiques. Cependant, vous ne les trouverez pas dans votre épicerie de quartier pour le moment. Il est préférable de cueillir ce fruit frais à la nature, dans un esprit côtier contrasté, tandis que le yucca bananier prospère dans les zones arides des États-Unis. Un autre fruit oublié a élu domicile dans son habitat diamétralement opposé. Les côtes saumâtres et balayées par les vents de l'Est. Contrairement aux prunes du commerce, un parent sauvage abonde le long des côtes américaines, cueilli par les tribus autochtones depuis des siècles. Les prunes de plage prospèrent dans l'un des environnements les plus rudes de la nature. Les dunes balayées par le sel, où d'autres plantes succombent souvent aux embruns et au vent constant. Ces fruits résistants sont sans pitié. Les pruniers de plage ont acquis une endurance parfaite et prospèrent le long des côtes, du Maine à la Virginie. Les tribus amérindiennes ont découvert que les pruniers de plage n'étaient pas seulement résistants, mais aussi incroyablement précieux. Leurs fruits acidulés et sucrés étaient utilisés pour rehausser les sauces, conserver les fruits tout l'hiver et fabriquer des teintures naturelles pour les textiles et l'artisanat. Ce qui distingue les pruniers de plage, c'est leur préférence pour les conditions difficiles. Contrairement à d'autres arbres fruitiers qui exigent un sol idéal, un arrosage régulier et une protection contre les intempéries, les pruniers de plage prospèrent malgré les rigueurs de l'hiver. Ils grandissent et produisent davantage de fruits lorsqu'ils sont battus par les vents marins et plantés dans le sable pur. En résumé, ce sont les enfants robustes du monde fruitier qui s'épanouissent malgré l'adversité. De plus, leurs baies possèdent une valeur nutritive considérable. Chargés d'antioxydants et de vitamine A, ils offrent une expérience gustative mêlant des saveurs de prunes et de baies sauvages à une pointe d'acidité, ravivant vos papilles. Fraîchement cueillis,
Ils peuvent être assez acidulés au départ, mais mijotés, ils révèlent leur douceur naturelle de manière extraordinaire. Fait remarquable, cette tradition n'est pas totalement oubliée. Les communautés côtières organisent encore des festivals de prunes de plage, où les habitants cueillent ces fruits sauvages, selon des méthodes ancestrales, pour créer de la gelée. Ces événements préservent le savoir ancestral de la recherche des arbustes les plus productifs à maturité optimale, et l'art de préparer la gelée. Par ailleurs, un autre fruit sauvage rustique prospère dans des environnements particuliers, tout en conservant la même ténacité. Les pruniers de plage s'accrochent aux rivages de l'Atlantique, tandis que de l'autre côté du continent, une espèce totalement différente prospérait. Le nord-ouest Pacifique recelait ses propres richesses sauvages, et on l'appelait le raisin de l'Oregon, un nom qui laissait beaucoup perplexe. Cette plante n'a aucun lien de parenté avec le raisin, elle en est très éloignée. Au contraire, des grappes de baies bleu-violet acérées poussent sur des arbustes persistants épineux, qui ressemblent davantage au hou qu'à tout ce que l'on trouve dans les vignobles. Les tribus autochtones savaient qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Pendant des siècles, elles ont utilisé ces petites merveilles acidulées pour créer des boissons et des médicaments rafraîchissants. Leur forte teneur en vitamine C était logique pour les habitants du nord-ouest pluvieux et couvert. Cependant, la découverte de la berbérine, un composé qui a attiré l'attention de la science moderne pour ses bienfaits sur la santé intestinale, rend les choses encore plus intrigantes. En résumé, les peuples autochtones créaient des probiotiques naturels avant même que quiconque n'en ait jamais entendu parler. Contrairement aux fragiles pruniers de plage qui préfèrent les environnements côtiers sablonneux, le raisin de l'Oregon est incroyablement robuste. Il peut résister au feu et prospérer dans des sols pauvres. Cet arbuste persistant et répandu est présent non seulement en Oregon, mais aussi dans tout l'État de Washington et en Colombie-Britannique. Vous pouvez le rencontrer dans les forêts, le long des sentiers, ou même dans un jardin sans que son propriétaire ne le sache. Son goût est particulièrement acide. Imaginez la myrtille, la plus acidulée imaginable, puis rendez-la encore plus acidulée. Crue, les baies de raisin de l'Oregon vous feront froncer les sourcils plus vite qu'un citron. Mais cuites, elles transforment leur acidité prononcée en une saveur complexe rappelant le vin. Les cueilleurs modernes ont découvert que ces baies sont alors meilleures lorsqu'elles sont travaillées selon leur caractère naturel, plutôt que contre lui. Mélangez-les à des fruits plus sucrés ou ajoutez du miel, et vous obtiendrez un délice unique. C'est une leçon que les tribus connaissaient déjà. Le raisin de l'Oregon brille lorsqu'il est cultivé en harmonie plutôt que combattu. Curieusement, un fruit peu connu, originaire des marais du sud des États-Unis, se distingue par son extraordinaire douceur. Lors des crues printanières, ces conditions humides cultivent miraculeusement une richesse unique. Si les baies de l'Oregon étaient bénéfiques pour la santé des tribus du nord-ouest, une espèce bien différente prospérait dans les eaux marécageuses du sud, flottant littéralement. Les mayhaws sont des fruits rares, qui flottent à maturité, flottant sur les eaux troubles des marais telles de minuscules bouées de sauvetage rouges. Malgré leur apparence ordinaire, ces petits fruits cramoisis contiennent plus de vitamine C que la plupart des agrumes. Les tribus amérindiennes le savaient il y a des siècles, bravant chaque printemps les eaux des marais jusqu'aux genoux pour récolter cette richesse flottante. La particularité réside dans le fait que ces arbres ne poussent que dans des endroits peu appréciés par beaucoup, comme les bas-fonds inondés, les lits de ruisseaux détrempés et les zones humides infestées de moustiques en Louisiane, dans l'est du Texas et dans certaines régions de l'Arkansas. Mais c'est là que cela devient intrigant. Les mayhaws mûrissent en mai, d'où leur nom, lorsqu'ils tombent des arbres dans les marais inondés par les pluies printanières. Ce jet intentionnel de fruits dans l'eau permet aux baies de flotter en aval, tandis que les premiers colons naviguaient en canoë à travers les bosquets marécageux pour récolter les fruits gratuits. Leur goût rappelle un mélange de pommes acidulées et de canneberge, mais en plus sucré. Les peuples autochtones préparaient des conserves à partir de ces baies, qui pouvaient se conserver des mois, sans s'abîmer grâce à leurs antioxydants et acides naturels
agissant comme conservateur naturel. Cela semble logique, n'est-ce pas? Les sudistes recherchent encore aujourd'hui des Mayhaus sauvages, même si beaucoup ont oublié leur existence. Ceux qui s'en souviennent ne jurent que par la gelée de Mayhaus, pour sa saveur unique, impossible à reproduire avec des fruits du commerce. Sa couleur rose-rouge, son goût sucré acidulé et sa teneur en vitamine C renforcent considérablement le système immunitaire. Ces arbres sont eux-mêmes des survivants remarquables. Les Mayhaus résistent aux conditions climatiques extrêmes telles que les inondations, les sécheresses et aux sols hostiles à de nombreux arbres fruitiers. Malgré le passage des ouragans, les Mayhaus se plient et poursuivent leur croissance. En période de sécheresse, leurs racines profondes localisent les sources d'eau. On trouve souvent de la gelée de Mayhaus lors des petits festivals gastronomiques du Sud, généralement vendus par des personnes âgées, se remémorant les recettes de leurs grands-parents. Cependant, de nombreux passants devant ces stands ignorent qu'ils découvrent un super aliment depuis longtemps oublié, qui assurait autrefois la santé de communautés entières. Un autre fruit indigène, qui se dissimule efficacement parmi nous, est souvent pris pour une mauvaise herbe, la cerise de terre. Ces minuscules trésors dorés sont enveloppés dans des enveloppes cartonnées, telles des lanternes chinoises miniatures se balançant doucement au vent. Les Amérindiens ont découvert leurs doux secrets il y a des siècles, les dégustant comme des bonbons et les intégrant à leur pâtisserie. Il est fascinant de voir comment ces fruits, sans capsule, naturellement, pour être conservés, leur enveloppe cartonnée servant non seulement d'ornement, mais aussi de protection, prolongeant ainsi leur durée de vie, bien plus que la plupart des baies. Un design remarquable, n'est-ce pas? Les cerises de terre poussent ce concept à un autre niveau, offrant un profil aromatique évoquant une escapade tropicale, surgissant de manière inattendue lors d'une garden party du Midwest. Une seule bouchée révèle des notes d'ananas, un soupçon de vanille et, avec un peu de chance, une touche de mangue. On dirait que la nature, hésitante quant à leur goût, a décidé d'y incorporer un peu de tout ce qui est délicieux. Ce qui distingue les cerises qui frisent de terre, c'est leur miracle horticole. Plantez-en une et vous profiterez de ses fruits pendant des années. Elles se ressèment abondamment, se propageant vers de nouveaux endroits et offrant d'innombrables fruits par plante. Cette caractéristique leur a valu la faveur des populations indigènes. Un minimum d'effort pour un maximum de gourmandise. Ces petites merveilles regorgent de vitamines A et C et possèdent un bon taux d'antioxydants. Compte tenu de leur croissance quasi autonome, c'est assez impressionnant. Les coques vides sont parfaites pour décorer après avoir consommé le fruit, offrant un double avantage. Ce qui distingue les cerises de terre, c'est leur statut sous-estimé. Alors que l'on se dispute la dernière pêche mûre dans les supermarchés, les cerises de terre prospèrent discrètement dans les jardins et les espaces sauvages des États-Unis. Elles connaissent un regain d'intérêt auprès des jardiniers, en quête d'options originales pour leur confiture maison. Les producteurs de confitures modernes réalisent ce que les Amérindiens savent depuis des siècles. Ces fruits excellents en conserve. Leur douceur naturelle nécessite moins de sucre ajouté et leur profil aromatique unique permet d'obtenir des confitures incomparables à celles que l'on trouve en magasin. De plus, un autre fruit indigène au charme intemporel nourrit silencieusement les Américains depuis des générations, souvent négligés. Vous êtes probablement passé devant d'innombrables pruniers américains sans vous en rendre compte. Ces arbustes mal entretenus prospèrent en formant des bosquets denses à la lisière des forêts, dans les sites négligés et les zones où l'homme ne s'efforce plus de gérer la nature. En effet, ils sont sauvages. Les tribus autochtones en comprenaient l'importance et y retournaient régulièrement, année après année, synchronisant leur visite avec la maturation optimale de leurs petits fruits rouge-violet. Contrairement aux grosses prunes juteuses que l'on trouve en supermarché, ces prunes sauvages ont à peu près la taille d'une grosse cerise. Cependant, elles offrent beaucoup plus de saveur à chaque bouchée. L'acidité initiale précède un arrière-goût sucré surprenant, ce qui les rendait idéales pour le séchage en lanières coriaces. Les peuples autochtones écrasèrent les fruits séchés en pemmican ou conservèrent les prunes entières dans des récipients en écorce pour l'hiver. Étant donné la richesse de ces minuscules fruits en vitamine C et en antioxydants, ce choix était judicieux,
Ce que beaucoup négligent, c'est l'avantage écosystémique. Les fourrés de pruniers américains attirent diverses espèces sauvages. La faune sauvage habite les branches épineuses des arbres. Les abeilles sont attirées par les premières floraisons printanières, et les cerfs dévorent leurs feuilles. Un seul fourré abrite plusieurs espèces toute l'année. Cependant, ce qui intrigue les cueilleurs contemporains, c'est que ces arbres se multiplient en poussant à partir de leurs racines, créant ainsi des vergers fruitiers autosuffisants. Nul besoin de taille, de fertilisation ou de lutte antiparasitaire. Ils continuent simplement à produire année après année, même dans des sols pauvres. Leur particularité réside dans leur adaptabilité aux perturbations. Incendies, inondations et travaux ne freinent pas leur croissance. Les pruniers d'Amérique prospèrent même après de tels incidents. Leur repousse racinaire est plus vigoureuse qu'auparavant. Cela soulève des questions quant à leur utilisation moins fréquente en permaculture. Les petits producteurs de confitures ont redécouvert des parcelles sauvages de pruniers d'Amérique grâce à leur saveur puissante, ce qui en rend une petite quantité efficace dans les conserves. Certains audacieux plantent des pousses de buissons le long de leurs propriétés, créant ainsi des barrières de fruits sauvages. Ces plantes indigènes, souvent négligées, illustrent à quel point de magnifiques plantes peuvent se dissimuler dans des touffes compactes et tenaces, incapables de disparaître complètement.